Vous êtes sur RTL. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver. En ce début d'année, vous avez peut-être envie que des choses bougent dans votre vie, envie de voir évoluer votre relation de couple, vos relations familiales ou amicales. Il y a peut-être des liens qui vous pèsent, c'est peut-être sur un plan plus intime que vous désirez du changement, vous sentir plus épanoui, vous libérer de vos peurs pour vous lancer dans de nouveaux projets, vous affirmer davantage au travail ou dans votre vie personnelle. On peut en parler ensemble, bien sûr, si vous le souhaitez. Jusqu'à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Paul et Adrien vont s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne, sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline, merci de me prendre à l'antenne et de me donner votre point de vue sur ce qui m'arrive. D'accord, bien volontiers. Il s'agit de mon petit-fils qui va avoir 23 ans bientôt. Oui. Qui a fumé du cannabis depuis la 3e. D'accord. Quand il est arrivé en seconde année de fac, il a avoué à ses parents qu'il n'avait rien vu jusque-là, qu'il fumait. Il a été très mal, il a été hospitalisé 3 semaines, il a pris des médicaments. Pourquoi a-t-il été hospitalisé Parce que il avait certainement des bouffées délirantes. Moi, j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais mon fils a dit qu'il avait été bizarre. J'ai demandé s'il avait été violent, il m'a dit il a été bizarre. Oui. Donc il l'avait fait hospitaliser, il a dû prendre des médicaments pendant quelques temps. Oui. Il a quitté l'hôpital au bout de 3 semaines, je crois. Il est resté chez lui un moment, il a fait du sport, il a arrêté de fumer, aussi bien la cigarette que le cannabis. Et il est parti en Australie dans la foulée. D'accord. Il est parti 2 ans en Australie. Ah oui. Où il a beaucoup travaillé dans les champs. Et il est rentré en début d'année 2021, marié. Ah bon, il s'était marié Il s'est marié parce qu'il a trouvé une petite copine qui était étrangère et qui avait besoin pour venir en France d'un visa. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa quand on est marié. Bien sûr. Mais vous étiez prévenu ou c'est à son retour en France que vous avez découvert? Ah non, on a été prévenu, mais on a été prévenu le week-end. Il s'est marié le samedi, on a été prévenu le vendredi. Ah bon? Il a envoyé un SMS à ses parents en disant qu'il se mariait pendant le week-end, là, et ça s'est fait comme ça. En Australie, c'est facile, avec 2 témoins dans un jardin, on fait ça, et on signe un registre, et c'est bon. Ah, je ne savais pas. D'accord. Ah bah si. Oui. Mais bon, donc il est rentré en avril, là. Moi, il est venu me voir parce que il était en province avec ses parents. Il est venu me voir dans la région parisienne en avril. Oui. On a passé une journée ensemble, on s'est baladé dans Paris. Avec sa femme? Oui, d'accord. Qui parlait juste l'anglais, mais moi je baragouine aussi. Donc on a pu discuter un petit peu, toutes les deux. Oui. On a passé une excellente journée. Et puis il est reparti chez ses parents et il m'avait dit on reviendra te voir pendant l'été. Ce qu'il a fait, il est venu au mois de septembre avec sa femme. Ils ont passé 8 jours chez moi. Oui. 8 jours parfaits, mais vraiment parfaits. À la limite, pour moi, mieux que mes vacances. Parce qu'on a fait des choses intéressantes, on a fait des musées, on a fait des châteaux, on est allé au restaurant, on a fait des grands cafés parisiens. C'était vraiment super. Oui, il était bien là, il était heureux. Pas de cigarette. Oui. Certainement pas de cannabis. La première fois qu'il était venu chez moi, avant son problème, sa première hospitalisation, là, il est possible qu'il fumait parce que le soir, moi j'allais me coucher, il allait dans le jardin, et il est possible que c'était pour fumer. Ça, c'est possible. Il se couchait assez tard. Ça, c'est possible. Oui. Et bon, il était bien. Donc, il avait envisagé d'intégrer l'armée. Il a réussi un premier stage à l'armée. Il a été sélectionné pour un 2e stage, mais là, il n'a pas été pris. Il avait déjà, en rentrant d'Australie, il avait l'intention de reprendre ses études, il avait l'intention de faire médecine. Sauf qu'en s'inscrivant sur Parcoursup,
Oui. Il a été pris nulle part. Mais alors, entre l'armée et médecine... oui, c'est pas exactement la même chose. Non. Bon, Pourquoi médecine est venue après l'armée Non, c'était médecine d'abord. C'était médecine Parce que d'abord. déjà, avant de partir, il avait passé le concours d'infirmier qu'il n'avait pas eu. Oui. Et en rentrant, il a dit... Et c'était un garçon qui était vachement brillant à l'école. Et c'est vrai que moi, la première, je lui disais... à l'époque, il avait envie de faire médecine. Et moi, la première, je lui disais, t'aurais pu faire médecine. Oui. Au moins, essayer, quoi. Vous êtes une famille de médecins ? Non. 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 Mais bon. Il est rentré, il avait cette intention-là, il n'a pas été pris. Après, il a essayé avec l'armée, ça n'a pas marché non plus. Donc, entre-temps, ses parents ont déménagé, ils étaient dans le sud, ils sont remontés dans l'ouest. Il les a suivis. Donc, il vit chez eux. Avec sa femme. Il vit avec sa femme chez ses parents. Alors, il a vécu un moment avec sa femme chez ses parents, sauf qu'après ce refus également dans l'armée, il a fallu qu'il travaille, il faut qu'il travaille, donc il avait trouvé du boulot. Un boulot pas très enrichissant, pas très valorisant, mais bon, un boulot. Alimentaire. Voilà, exactement. Et à mon avis, il n'a pas travaillé un mois. Et j'ai reçu, le 21 novembre, il m'avait envoyé un très gentil message en me disant qu'il allait bien, qu'il venait d'emménager avec sa femme, que sa femme s'ennuyait un peu, mais qu'elle prenait des cours de français et que... Oui. Il est proche de vous, alors, vous avez des relations. J'en ai 8. Ah, sur vous avez les 8, 8 c'est petits-enfants. un de ceux avec lequel j'étais le plus proche. Oui, d'accord. Sans le voir beaucoup, parce que je voyais très peu. Je le voyais en tout et pour tout une bonne semaine par an. C'est pas beaucoup, hein. Oui, non, c'est pas beaucoup, mais vous avez établi un lien fort et tendre. Voilà, et à chaque fois qu'il venait, on parlait beaucoup. Ah oui, c'est ça. Et depuis la 3e, moi je voyais qu'il allait pas bien. Et depuis la 3e, je disais aux parents, il va pas bien, il va pas bien. Oui. Il s'était scarifié. Ah oui. Mais à chaque fois, j'avais j'étais pas bien accueillie par les parents, quoi. Ah, oui, ils étaient, c'est-à-dire que ils ne voulaient pas entendre. Voilà. Ils étaient un peu dans une forme de déni, peut-être. Voilà. Et quand il leur a dit qu'il fumait, et qu'ils l'ont hospitalisé, ils me l'ont pas dit tout de suite. Ils me l'ont pas appelé, rien du tout, parce qu'en fait, moi, je les voyais pas souvent non plus. Je les voyais une semaine par an aussi quand je descendais dans le sud. Oui, je comprends. Oui. Et ils m'ont pas appelé tout de suite. Je l'ai su par quelqu'un d'autre. Je l'ai su par son frère, en fait, qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais ce qui lui arrive? J'ai dit non, je sais pas. Oui, alors que c'était vous qui aviez alerté la première, finalement, sur ces symptômes. Et j'ai eu le malheur de dire, je le savais. Et j'aurais jamais dû dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont très mal pris. Tu le savais et tu ne l'as pas dit. Vous leur avez pas dit à ce moment-là. Si, je vous disais qu'il allait pas bien, qu'il se scarifiait, Mais oui. Et depuis la 3e, mon fils, il avait 18 ans. Quand je téléphonais, que je demandais des nouvelles de ce gamin, il me disait, il est majeur. Il banalisait, en fait. Voilà, je lui disais, mais écoute, il a 18 ans, il n'est pas fini. Et en plus, je savais qu'il allait pas bien, donc pour moi, il fallait s'en occuper, quoi. Mais bon, à chaque fois, je me faisais envoyer sur les roses, quoi. Et donc, votre inquiétude finalement les agressait un peu. Ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient pas voir. Je me mêlais de ce qui me regardait pas. Oui, mais après, une fois que vous dites, je le savais. Alors évidemment, pour eux, il y a quelque chose de très culpabilisant. Voilà. Donc ça, j'aurais jamais dû dire ça, mais moi, ça m'a échappé. Écoutez, c'est... Et le dernier Noël où j'y suis allée, parce que j'avais l'habitude d'y aller 3-4 jours, 4 dodos. Moi, je disais 4 dodos parce que... Quand il était petit. Mais non, mais même quand il était grand. J'allais chez eux à Noël, j'y restais 4 jours. Pour moi, c'était largement suffisant. Et j'avais alerté la maman. J'avais dit, il ne fume pas que des cigarettes. Mais il paraît que ça n'avait pas été assez clair. C'est votre fille ? Non, c'est ma belle-fille. Et comment vous étiez rendu compte qu'il ne fumait pas que des cigarettes? Je le voyais. À ses yeux? À ses yeux et puis à son comportement. Donc vous voyez bien qu'en le voyant, vous, si peu, pour que vous l'ayez vu, les parents qui l'avaient au quotidien... je suis d'accord.
24 heures sur 24. Bah oui, c'est que non. Mais bon, c'est toujours douloureux pour des parents d'avoir un enfant qui ne va pas bien. Et les parents se protègent et le déni est un mécanisme de défense puissant. Et puis il l'avait tellement porté au nu que c'était pas possible, quoi. Oui. C'était pas possible. C'est un beau garçon, intelligent. Sauf qu'il avait beaucoup descendu dans ses résultats scolaires. Ça aussi, ça aurait pu les élargir. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout ce qu'il entreprenait, il le ratait. Les scarifications, vous aviez vu, vous Alors, Annie? moi, j'ai pas vu les scarifications. Non. À l'époque, ma belle-fille me parlait encore, donc comme me l'avait raconté. Ils avaient été voir un psy, mais ça n'a pas duré. Quand même. Ils n'ont pas continué. Oui. Ils ont très vite lâché. Enfin, qui était allé voir un psy? Votre petit-fils? Oui, avec sur sa demande mère. D'accord. Avec sa mère, à l'époque. Ça, c'était au niveau de la troisième seconde. Oui, mais il n'y a pas eu de suivi. Ça a été... Non, pas vraiment. D'accord. Pas vraiment. D'accord. Et bon, à la suite de ça, donc il est parti en Australie. Moi, je trouve qu'il a eu beaucoup de courage, tout seul. Oui, au vu de ce que vous me dites, même, j'imagine que ça a, au départ, pu susciter un peu d'inquiétude chez vous et certainement chez ses parents. Parce que dans ce contexte... Moi, j'ai communiqué avec lui régulièrement. Et puis, un beau jour, il m'a bloqué. Il voulait plus me parler. Pourtant, je le dérangeais pas souvent. Mais bon, c'est pas grave. Il voulait plus. Peut-être qu'il avait besoin aussi de se reconstruire et puis il voulait être tranquille avec tout ça. Peut-être, oui. Bon, après, il a repris contact, mais je pense que c'est sous l'intervention de son père. Son père a dû dire, écoute, il faudrait que tu reprennes contact avec ta grand-mère ou je ne sais quoi. Et donc, on avait renoué. Et puis, je vous dis, quand il est venu en avril et quand il est venu en septembre, mais ça s'est passé formidablement bien. Il était devenu... Oui, vous le retrouviez et vous le sentiez bien. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui, si vous m'appelez donc je vous ai dit, il a pris un boulot utilitaire. Et là, le 21 novembre, j'avais un message tout à fait correct où il disait qu'il terminait de manger, enfin bref. Et le 5 décembre, là je les ai sous les yeux, le 4 décembre, j'ai un message qui me dit, bon, je vais aller voir un psy. Si ça continue, je vous envoie tous en enfer. Il faudrait pas que vous en riez non plus. Ça, c'était le premier message. D'accord. Par SMS, donc, il vous envoie ça? Oui. Donc, je lui ai dit que je comprenais pas tout. C'est vrai que j'étais étonnée, que j'étais branlée. Et bon, il m'a pas répondu. Mais j'avais quand même essayé de le joindre. Parce que moi, j'ai le réflexe, quand on m'envoie des SMS, je téléphone. J'aime bien de parler aux gens directement. Oui, je comprends. Donc, vous avez essayé de le joindre, mais il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Donc, je lui ai envoyé un SMS en disant que je comprenais pas tout. Et puis là, il a pas bougé. Il m'a rien dit. Et... le jour de Noël, il était chez son père et là, ils m'ont appelé. Et son père me l'a passé et c'est là qu'il m'a dit je sors de l'hôpital, j'ai passé 8 jours à l'hôpital, je suis malade, ils vont me faire des injections. J'ai du mal à voir la réalité. Et puis entre deux, il m'avait quand même envoyé un truc en disant qu'il s'excusait du SMS qu'il m'avait envoyé et qu'il fallait que je comprenne qu'il y avait certaines personnes qui méritaient de prendre une balle dans la tête. Ça déjà, c'était pas non plus très très soft. Et puis donc il m'a dit ça au moment de Noël. Vous voyez ma stupeur. Déjà, il avait passé 8 jours à l'hôpital. Alors, ce qui est encore une fois incroyable, c'est que c'est votre petit-fils qui vous l'apprend, votre fils et votre belle-fille, ne vous en avez pas parlé? Ah, mais ma belle-fille ne me parle plus, non. Depuis que je lui ai dit que je le savais et que je ne l'avais pas dit, elle ne me parle plus. Le lien, est rompu. Ah, mais avec elle, c'est carrément rompu. Pourtant, je fais des efforts. Je lui envoie pour son anniversaire, pour Noël, pour Nouvel An. Mais il ne faut pas vous en vouloir d'avoir dit ça. Enfin, c'est parce que ça montre à quel point elle est mal. Parce que, au fond, vous n'avez rien dit de mal. Sur le moment, c'est sorti en disant je le savais. De fait, oui. Et le problème, elle vous en veut parce que vous aviez senti les choses justement aussi. Même si vous aimez beaucoup votre petit-fils, justement parce que vous le voyez moins souvent et vous êtes un peu plus à distance. Et les parents, dans ce genre de situation, sont très démunis. Très démunis parce que quand l'enfant va mal, souvent, ils se sentent extrêmement coupables et parfois ils préfèrent banaliser. Donc elle vous en veut en fait de la mettre devant cette réalité-là. Mais au fond, je pense que ça reviendra
plus tard. Pour le moment, elle doit être très mal. Mais on va poursuivre. Donc Noël, donc il vous passe votre petit-fils. Il me passe mon petit-fils qui me dit qu'il a passé 8 jours à l'hosto et puis ils lui ont donné des anxiolytiques et que des injections aussi. Que d'après le médecin il est malade et que ça vient du fait qu'il a fumé du cannabis et pourtant ça fait 2 ans et demi qu'il fume plus. Oui, mais et au jour de l'an rebelote, il était chez ses parents, mon fils m'appelle et il me le passe et puis il me souhaite une bonne année et puis il me remet ça, il me dit je suis malade, je vais devoir faire des injections. Moi, idiote comme je suis, je dis t'as essayé de faire un peu de yoga pour te détendre, mais moi je pensais pas que c'était mal ce que je disais encore une fois. Et le 3 janvier le matin à 7h30, j'ai un SMS. Donc hier en fait. Oui, hier matin, tomber dans tes escaliers, c'est ce que je te souhaite pour la prochaine année. Il n'y aura pas de yoga pour moi. Voilà. Donc, quand vous vous réveillez avec un SMS comme celui-là... Ma pauvre, oui, c'est très, très angoissant. Surtout qu'il avait été tellement gentil. Mais oui, mais bien sûr. Moi, tellement. Oui, mais il est parti, il faut pas. Je sais que c'est très dur, mais il n'est pas dans son état normal, votre petit-fils. Oui. Alors moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est pas lui qui parle. Oui, c'est ça. Non, c'est sa maladie. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en septembre, quand il est parti, il m'a dit, parce qu'avant, j'allais tous les ans à Noël, mais depuis cette histoire-là, il m'invite plus, ils veulent plus me voir à Noël, donc j'y vais plus. Et il m'a dit, écoute, à Noël, on viendra te voir, et puis je viendrai avec papa et maman. Et je lui ai dit, ça, ce serait vraiment extraordinaire, je serais vachement contente. Oui. Mais évidemment, ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit pour le pas. De toute façon, elle aurait pas voulu venir. Elle est tout le temps. Elle ne fait que Noël avec ses parents à elle. Ça a toujours été. Et... Bon, à la limite, je m'en fiche. C'est dur pour vous. Enfin, oui, mais j'ai d'autres enfants et d'autres petits-enfants. Et avec votre fils, vous maintenez le lien alors? Alors, mon fils, je maintiens le lien, mais plus ou moins, comment je pourrais dire, c'est correct, mais c'est pas affectueux. Il se confie pas. Déjà, c'est pas dans son tempérament. Il se confie pas parce que déjà là, il m'aurait pas dit qu'il avait passé 8 jours à l'hosto. Son fils aurait pu m'appeler pour me dire il est reparti à l'hosto, mais non, ça il fait pas. Oui, et vous ne savez pas dans quelles circonstances il est allé, pourquoi il est hospitalisé. Je pense que c'est de lui-même. Je pense que le gamin, il y est allé de lui-même parce qu'il se sentait pas bien. Oui. C'est court un jour au vu de ce que vous décrivez, mais il y avait les fêtes, donc ils l'ont peut-être laissé sortir pour qu'il passe les fêtes. Oui, c'est ça. Il a dit j'ai demandé à sortir parce que c'était trop pénible de rester là-bas. C'est ça, pour les fêtes. Oui, il a besoin de soins. Il est possible qu'il soit reparti. Il est possible qu'il est reparti. Ça serait mieux. Ça serait préférable au vu de ce que vous me décrivez là, de la situation, de son état. Il a besoin de soins. Oui. Il y avait eu quand même un épisode au mois de septembre, c'est que il a des cousins qui habitent ici dans la région parisienne aussi, cousins-cousines, et qui sont, comme on peut être à 18-19 ans, qui sont avec des idées très, comment je peux dire, des idéaux, qui correspondent pas aux siens. Et ça l'avait mis dans une colère noire. Et ça, j'avais trouvé ça gênant. Ça, moi, disproportionné. Voilà. Finalement, ces colères. On voit la violence là qui s'exprime dans les messages. Mais où vous avez raison. Enfin, j'imagine ma pauvre se prendre ce type de message au réveil, c'est épouvantable. Mais ça montre bien qu'il n'est pas lui-même là. Et qu'il est envahi par des pensées où il y a beaucoup de... Il y a cette agressivité, cette violence qui montre qu'il est certainement... Vous voyez, quand à l'hôpital, il vous dit « j'ai relevé, on va me faire des injections », ce ne sont certainement pas des anxiolytiques. Quand il dit « j'ai du mal à prendre conscience avec la réalité », j'ai écouté la dame hier avec sa fille de 26 ans, là, et il y avait des similitudes. Bon, il a 23 ans aujourd'hui. Oui. Bon, quand il a fait sa bouffée délirante aiguë, il avait quel âge? C'était il y a combien de temps? Il avait 19 ans,
D'accord. 19 ans et demi. Alors la bouffée délirante aiguë, comme le nom l'indique, c'est la personne, et ça arrive souvent chez des gens jeunes d'ailleurs, se met à délirer. Et c'est très brutal. Le terme d'aigu veut dire, parle de la soudaineté. Alors, il y a des signes avant-coureurs, mais qui sont parfois difficiles à repérer par l'entourage proche, notamment, où on va dire il est curieux en ce moment, ou il est agressif, ou il est un peu bizarre, ou un peu dans son monde. La bouffée délirante aiguë, souvent, si vous voulez, il y a une trouée. Il y a une trouée dans le psychisme, et à un moment, là, ça peut durer quelques heures ou quelques jours, où la personne perd totalement pied avec la réalité. Et en fait, ce sont des idées délirantes qui envahissent son esprit. Donc, dans la majeure partie des cas, les personnes sont hospitalisées parce que c'est fulgurant et on ne peut pas passer à côté. Donc, ça arrive souvent chez des gens jeunes et vous m'avez dit, il a été hospitalisé. On prend le temps déjà de calmer l'état délirant. Et puis surtout, les psychiatres se donnent du temps pour évaluer les choses. Donc il y a un traitement qui est donné, souvent d'antipsychotiques, pour des neuroleptiques en fait, pour calmer le délire, associé à une psychothérapie. On suit, il n'en a pas fait. Écoutez, moi la première fois je lui en avais parlé et puis même les parents complètement contre. Oh là là. Enfin oui, ça déjà au départ. Moi de laisser partir en Australie sans avoir fait aucun soin, ça m'avait un petit peu effrayée. Mais vous avez raison. Bon. Mais je leur ai dit ça. Mais c'est pour ça aussi qu'ils m'en veulent. Oui, mais c'est pour ça qu'ils vous en veulent. Alors que, en fait, vous voyez clair, Annie. Mais à chaque fois, ça me crée des problèmes. Ben oui, parce que justement... Alors là, moi, c'est justement pour ça que je vous appelle, parce que je vois bien ce qu'il a, le gamin. Mais qu'est-ce que je dois faire avec lui? Comment je dois me conduire avec lui? Et comment je dois me conduire avec mon fils? Parce que le premier message, moi, j'ai hésité. J'ai failli l'envoyer à son père pour lui dire, regarde ce qu'il m'a envoyé, il y a un truc qui va pas. Et puis finalement, je l'ai pas fait. Parce qu'à chaque fois... mais je comprends votre... Et hier, je l'ai pas fait non plus. Bon... Et à votre petit-fils, là, ça ne sert à rien de répondre, pour le moment. Il ne faut pas répondre. Non, oui. Vu l'état... Vous voyez, d'ailleurs, même c'est le fait d'avoir parlé de yoga, et ne vous en voulez pas de cela, c'était gentil de votre part. Oui. Vous voyez, ça partait d'un bon sentiment. De toute façon, ça ne pouvait pas faire de tort. Non, mais effectivement, il est dans un tel état que le yoga ne peut pas l'apaiser là actuellement. Non, et vous voyez, ça a déclenché chez lui une réaction agressive. Donc lui répondre là ne sert à rien parce que il risque d'y avoir une surenchère. Vous voyez, je ne le contacte pas donc. Non. Pour le moment, je ne crois pas que ça soit la bonne solution. Mais en revanche, je trouve que ça serait bien de parler, si quand même, d'informer les parents. Alors, ils vont peut-être vous dire, on est au courant puisqu'il a été hospitalisé et il est à nouveau hospitalisé et on s'en occupe et ça vous soulagerait. Mais je trouve que par rapport, vous voyez, votre belle-fille, elle est très ambivalente parce qu'à la fois vous les aviez alertés. Oui. Et bon, malheureusement, voyez, il ne s'agit pas de les accabler, ce que vous ne faites pas d'ailleurs. Vous avez cette bonté de ne pas les accabler. Il y a un moment, ils ne voulaient pas voir une réalité qui est insupportable pour eux. Et puis finalement, après, quand vous avez dit, je le savais, elle vous a reproché de ne pas avoir dit. Enfin bon. Si je lui avais dit directement, il fume du cannabis, moi je suis persuadée qu'elle m'aurait mise dehors. Ouais. Elle aurait dit c'est pas vrai, vous dégagez de la maison, ça j'en suis à peu près certaine. Donc c'est pour ça que j'avais été avec des pincettes. Ouais. Hein, bien sûr. Mais c'est à mon fils que j'aurais dû parler. Bon, c'est comme ça, vous avez tout ça partait d'une très bonne intention de votre part et de votre inquiétude. Et franchement, moi je trouve que vous avez bien fait d'alerter les parents. Après, malheureusement, encore une fois, même si on peut comprendre leur désarroi et le fait qu'ils se protègent, vous n'êtes pas responsable de leur comportement et de leur réaction. Non. Qui n'a pas été adaptée. Bon, voilà. Moi, je me demande si le fait qu'il ait refait une rechute à Noël, je me demande s'il n'y a pas un lien quand même. Parce que pour lui, le fait que
que je n'y aille plus à Noël. Je crois que ça l'a beaucoup marqué et qu'il s'est dit qu'il est responsable de cette rupture qu'il y a eu avec ses parents. Et je sais pas, il y a un lien là que... Il y a aussi le fait qu'il voulait faire médecine et qu'il n'a pas été pris. Oui. Il veut rentrer dans l'armée. C'est intéressant d'ailleurs, parce que l'armée offre un cadre. Comme s'il sentait qu'il avait besoin d'un cadre autour de lui. Mais son père était militaire aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Et alors, il n'est pas pris. Donc non. Il se trouve, en situation, il vit comme une situation d'échec. Oui. Et ça, certainement, ça a pu jouer aussi. Je pense qu'il y a... Et puis, il y a une fragilité psychique. Parce que ce que je vous disais à propos des bouffées délirantes, c'est-à-dire que le traitement est donné pendant un temps assez long. Parce que, en fait, ce que les psychiatres essayent de voir, il peut y avoir un épisode et un unique épisode dans une vie. Donc, si vous voulez, là, ça veut dire que on donne des traitements pendant quand même un laps de temps assez long, ça peut même être une année entière. Moi, il m'a dit 2 ans. Oui, je vous dis 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut même être plus, pour stabiliser. Puis, si vous voulez, la psychothérapie vise à consolider la personnalité, parce qu'il y a une faille. Il y a une faille et qui ouvre un peu vers quelque chose d'une structure qui pourrait être plus un peu psychotique. Donc, mais ça peut se consolider. Il y a des personnes qui font une bouffée délirante aiguë et qui sont, une fois bien suivies, qui reprennent leur vie. Et parfois, la bouffée délirante aiguë peut être le signe, la porte d'entrée vers ce qu'on appelle une psychose. C'est-à-dire une maladie psychiatrique. Oui. Où là, il y a des moments comme ça de perte de contact avec la réalité. Mais si vous voulez, les médecins se donnent du temps pour se prononcer parce que c'est un peu l'évolution qui permet de voir. Là, il y a eu un temps où apparemment, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en Australie. Non. Il y a ce mariage très précipité. Sa jeune femme là, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Vous le savez ou pas? Alors, au premier SMS qu'il m'avait envoyé, qui était un petit peu brutal l'enfer là, quand il vous parlait d'enfer. Oui, ça fait très délirant. Hein. Oui, je me suis dit, je vais voir avec elle comment ça va, parce que j'avais un peu peur pour elle aussi. Oui, je comprends. Et non, son message, elle commence tout juste à parler français, mais son message était bien rédigé. Elle me disait que ça allait bien, qu'il s'installait. Elle m'a envoyé la photo du petit sapin qu'elle avait acheté. Il n'y avait pas l'air d'avoir de crainte chez elle, quoi. Et là, juste avant le Nouvel An, la veille du Nouvel An, elle m'a envoyé aussi un message vers 11h30 en me disant « Écoute, je t'envoie un message ce soir, je te souhaite une bonne année. On se couche plus tôt maintenant. » Elle ne m'a pas dit pourquoi. Et... C'est gentil, elle vous tient au courant. Et avec elle, vous ne pourriez... Elle me le dit en anglais, I miss you. Oui, c'est mignon. Take care. Mais si elle est aussi, c'est parce que, vous voyez, ça montre aussi le lien profond que vous avez construit avec votre petit-fils. Parce qu'au-delà de votre personnalité et du fait que vous l'avez trouvé très sympathique, cette jeune femme, c'est aussi certainement parce que votre petit-fils parle en positif de vous, qu'elle a aussi cette qualité de lien avec vous, cette jeune femme. Je pense qu'il lui en a parlé en positif quand il est venu au mois de septembre, il en a parlé en positif. Et c'est drôlement bien entendu. Mais oui, mais vous voyez bien, là, il y a quelque chose où c'est plus la même personne. Oui, non, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Et effectivement, étant donné la relation que vous avez, la violence des messages, il y a quelque chose qui est préoccupant et qui montre qu'il n'est pas dans son état normal. Tout ça, ça peut venir du fait qu'il a fumé du cannabis ? Alors, c'est une bonne question. Le cannabis c'est pas anodin, hein, fumer du cannabis. Oui, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des décompensations, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, qui basculent, alors parfois dans un état délirant avec hallucination, après une consommation régulière, excessive de cannabis. Ça favorise les décompensations. Mais, si vous voulez, sur un psychisme qui est déjà fragile. Oui. Voyez ? Oui.
Et c'est pour ça que si vous voulez, la banalisation du cannabis est problématique. Parce que chez des jeunes gens à la personnalité fragile, il peut y avoir des décompensations très sévères. Oui. Voilà. Parce que moi, j'en connais d'autres, des jeunes gens qui ont fumé du cannabis, qui ont arrêté et qui vont très bien, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui travaillent. Et oui, parce que leur psychisme était plus solide. Oui. Voilà. Et ça, j'espère que les psychiatres vont expliquer à mon fils. Oui. Parce que sinon, moi, je faire. pense que ce qui s'est passé à Noël, c'est qu'ils ont dû recommencer à dire, tu vois, si ta grand-mère nous l'avait dit avant, t'en serais pas là. J'espère pas, parce que franchement, écoutez, c'est s'enferrer dans le déni. Vous savez, je pense qu'à un moment, je vous dis, le déni, c'est le refus de voir, en fait, une réalité qui est insupportable. Et pour des parents, et pour des grands-parents, c'est insupportable de voir son enfant ou son petit-enfant aller mal. Oui, ça je comprends bien. Même pour moi, c'est insupportable de voir ce gamin qui doit traverser. Bien sûr. Donc à un moment, on se protège. Il y a le déni. On ne choisit pas d'être dans le déni. C'est quelque chose qui, c'est une défense extrêmement massive. Et les psychiatres, une protection. Et les psychiatres le savent et savent à quel point pour les parents c'est compliqué. Et là, semble-t-il, déjà, il y a des jalons de poser. Votre petit-fils, lui, vous dit « Je suis malade, on me fait des injections, j'ai du mal à prendre conscience de la réalité ». Le discours qu'il vous a tenu, c'est un discours certainement que lui ont tenu les médecins. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Donc, à un moment, il a 23 ans, même s'il est majeur, les psychiatres reçoivent les parents. Moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, et tes parents, ses parents étaient derrière, parce qu'ils étaient dans la même pièce. Je lui ai dit, et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça ? Il m'a dit, ils étaient là. Donc, vous voyez, mais simplement, pour le moment, c'est pour ça que je pense qu'avec le temps, ça va rentrer dans l'ordre. Écoutez, avec mon fils, c'est possible. Avec mon fils, c'est possible. Mais je pense que même avec votre belle-fille, mais parce que pour le moment, c'est comme si... Vous savez, quand on souffre, quand il y a un malheur qui s'abat sur nous, c'est comme s'il fallait trouver un responsable. Et pour votre belle-fille, c'est comme si c'était vous la responsable. Vous voyez, c'est vous il fallait le dire. Quand vous lui dites, vous, ça l'agresse. Donc finalement, vous devenez le bouc émissaire, mais parce qu'il y a quelque chose qui est insupportable pour elle. Et il faut du temps. Souvent, pour les parents, beaucoup de temps pour intégrer et de dire que vous n'êtes évidemment pas responsable et que vous l'avez fait justement pour les alerter et pour protéger votre petit-fils et que eux, de leur côté, ils vont avoir un chemin à faire aussi. Et votre fils et votre belle-fille. Ils ont leur fils aîné qui doit avoir 25-26 ans, maintenant 26 ans, qui est pas non plus, qui habite pas à côté de chez eux, qui travaille, et que j'avais eu pour son anniversaire en décembre. Et il m'a parlé, mais alors, pareil, très 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 gentiment. Et je l'ai eu lui aussi à Noël. Il était totalement différent parce que les parents étaient derrière. Sa façon de me parler était totalement différente. Moins gentil, vous voulez dire, plus froide. Oui. La voix était pas pareille, ses mots étaient pas les mêmes. Oui, parce qu'il pouvait pas parler comme il voulait. Voilà. Oui. Moi, je crains qu'un texto. Alors, je sais pas. Peut-être qu'effectivement pour vous c'est plus simple un texto, mais si vous vouliez envoyer le message comme ça avant de plutôt que de le transférer à l'état brut, je pense qu'il vaudrait mieux dans un premier temps dire à votre fils. Vous l'avez eu pour la nouvelle année, pour les vœux. Oui. D'accord. Il est correct dans le sens où il respecte les trucs. C'est compliqué pour lui entre vous et sa femme et puis l'état de santé de son fils. C'est très compliqué pour lui. Je pense que, alors après, c'est soit en l'ayant au téléphone ou en envoyant un message, mais au départ, pas envoyer le texto, pas le transférer, voyez, celui de votre petit-fils brut. Plutôt dire, écoute, je reviens vers toi parce que j'ai reçu un message de votre petit-fils qui me préoccupe. J'aimerais t'en parler. Peut-on s'appeler, voyez? Et après, alors s'il vous répond en disant, écoute, quel est ce message? Vous pouvez lui dire,
Ou à ce moment-là, il dire, écoute, envoie-le-moi, ou sinon dire, voilà, il me... Ou alors, non, mais ce qu'il va me dire, c'est que oui, on sait, il va pas bien. Alors, dans ces cas-là, très bien. Alors, dans ces cas-là, vous lui dites, je suis rassurée. Oui. Je suis rassurée si vous êtes informé. Et l'important, c'est que, voilà, que vous vous occupiez de lui, et je pense bien à vous. Voyez? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Je comprends. Je crois que ce qu'elle n'a pas du tout aimé au départ, c'est qu'il se soit confié à moi, quoi. C'est ça, c'est ça, bien sûr. Et quand ils ont reçu le message, le SMS qui leur annonçait son mariage là-bas en Australie, la première réaction de mon fils, ça a été de m'envoyer un SMS. Je vous dis pas comment c'était rédigé. C'était également très agressif. Il se marie ce week-end. Est-ce que tu étais au courant? Comme si moi je devais tout savoir, quoi. Vous voyez? Oui. Parce que ça leur est tombé dessus, et même la soudaineté de ce mariage interroge. Enfin, oui, bien sûr. Et pour les parents, ça a dû réveiller leurs angoisses en disant mince, qu'est-ce qu'il fait encore, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en pensant que comme il y avait cette grande complicité entre vous et votre petit-fils, que vous auriez pu être au courant et le cacher. J'imagine que vous leur avez dit bien évidemment non, et je vous en aurais parlé. Moi, j'ai pas répondu par SMS, j'ai tout de suite pris mon téléphone et puis j'ai appelé, j'ai dit écoute, je suis désolée, mais vous avez bien fait. Je ne savais pas. Oui. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a ils se sentent dépassés. Et il y a de quoi l'être, démunis. Et en fait, les parents, vous savez, dans ces moments-là, ne sont vraiment pas les mieux placés pour prendre en charge. Quand l'enfant va mal comme ça, les parents ne sont vraiment pas les mieux placés. Et c'est très fréquent que l'enfant, je parle de l'enfant, il a 23 ans, mais voyez, qui va mal, se confie plus facilement. Alors ça peut être vous, une grand-mère, ça peut être une tante, un oncle. Voyez, parce que justement, il y a un peu plus de distance, il y a moins d'enjeux. Oui, je comprends. Mais les parents à ce moment-là en prennent ombrage parce qu'ils sont dans leur angoisse, et ils peuvent avoir le sentiment qu'il y a et à juste titre, qu'il y a quelque chose qui leur échappe de fait. C'est ça. Voyez. C'est ça. Voyez. Donc pour le moment, il y a cette agressivité qui, j'imagine à quel point ça doit être difficile à gérer pour vous, mais qui finalement ne vous est pas directement adressé, vous voyez quel lapsus, parce que ça, il y a eux sont très angoissés, et quand on est très angoissé, on peut devenir agressif. Et au fond, ils cherchent, face à ça, ils se sentent démunis, et finalement, vous avez le dos large, quoi, comme on dit familièrement. C'est facile déjà, mon fils, il sait que moi, je serai toujours sa mère, quoi. Bien sûr. Et puis on sent à travers votre inquiétude, l'affection que vous portez à votre petit-fils, à votre fils, et puis même avec votre belle-fille, vous restez, je trouve, très. Bien sûr. Moi, c'est ce que j'avais dit au gamin quand il est venu. J'ai dit, écoute, ta mère, elle sonne là, elle rentre, et elle est bien accueillie. Et oui, mais c'est bien, et vous avez raison, parce qu'il n'a pas besoin en plus de dissensions familiales, mais vous savez, Annie, dans ces situations, ça met tout le monde à cran, tout le monde est très angoissé, et du coup, malheureusement, au lieu de faire bloc, ça peut créer beaucoup de tensions. Oui, je crois que c'est là qu'elle a eu tort dès le départ. Elle aurait dû mettre dans sa poche, sa fierté dans sa poche, et puis la famille, on aurait fait bloc autour d'elle, et le gamin, il aurait été heureux, parce que ça lui manque qu'on ne soit pas... Il était tout petit, on avait fait un Noël, parce qu'à l'époque, elle ne nous invitait pas déjà, quand mon mari était vivant, on n'allait pas faire Noël avec eux. Il avait 4-5 ans, et le jour de Noël, ils nous ont appelés, et j'ai dit, c'est bien, vous faites Noël, vous êtes avec qui? Alors il m'a dit avec papy et mamie, les autres papy et mamie, et moi j'ai dit, c'est bien, vous êtes en famille. Non, il m'a dit, vous n'êtes pas là. Il avait 4 ou 5 ans. C'était mignon de sa part. Oui. Donc, il y a quelque chose chez lui qui... Oui. Mais vous savez, là, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il a été hospitalisé, me dites-vous, 8 jours. Il est sorti pendant les fêtes. Il est probable... il y a quelque chose qui a été mis en place. Ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, vous savez, ce qui est terrible, c'est que, ce qui est dommage, c'est que dans les cas de maladies psychiques, mais même
dans les cas de dépression, souvent dans les familles, on a tendance à le cacher, à ne pas en parler. Et les parents, parce que les parents se sentent coupables de la souffrance de leur enfant et du coup dissimulent, ce qui ne fait qu'accentuer le problème, alors que en fait c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Ouais. Vous savez, il n'y a pas de famille sans histoire et sans bien. enfants qui souffrent, qui peuvent être en difficulté, et surtout c'est pas honteux. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au départ, il y a ce sentiment de honte qui fait qu'on n'en parle pas, même aux plus proches. Oui. Mais bon. Je crois que quand il a commencé à fumer du cannabis, c'est ça quand ils ont su. Comme s'ils étaient défaillants parce que leur fils fumait du cannabis. Alors que, vous savez, finalement, quand on en parle un peu autour de soi, eh bien, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent confrontés à ces difficultés et il n'y a rien de honteux à tout cela. Donc, bon. Oui, je sais bien. Voilà. Ouais, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre confiance, Annie. Oui, j'ai confiance en vous. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup, ça va m'aider. Je vais réécouter ça et ça va m'aider. Je vous remercie infiniment. Et puis j'espère que ça va aller pour votre petit-fils. Oui, j'espère aussi. Oui, je vous embrasse, Annie. Moi aussi, je vous embrasse, Caroline. Au revoir. À bientôt, au revoir. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Pam. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Comment se passe ce début d'année pour vous, ces fêtes ? Ça avait bien démarré et puis là, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué en ce moment ? Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? En fait, moi je suis mariée depuis 12 ans à peu près. 12 ans ? Ouais. Oui, d'accord. En couple depuis 12 ans. Oui. Et mariée. Et depuis quelque temps, j'ai rencontré un autre homme. Oui. Et en fait, alors il n'est pas forcément super amoureux de moi, mais bon, quand même un petit peu, je pense. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me dis parfois... Parce qu'en fait, ça m'a un petit peu... Comme je n'étais pas super heureuse en couple, oui. Ça m'a montré un autre monde possible, on va dire. Oui. Et du coup, j'ai un petit peu perdu pied. Je ne sais plus trop ce que je dois faire. Est-ce que je dois y croire et me dire que peut-être que si je quittais ma situation, ça pourrait marcher. Ou si... vous voyez ? Oui, vous y songez parce que vous êtes tombée amoureuse de cet homme ? Oui. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas heureuse dans votre couple ? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple ? C'est depuis longtemps ? Votre relation s'est détériorée ? Qu'est-ce qui vous rend malheureuse finalement dans votre couple ? En fait, je dirais que c'est ça le problème, c'est que je suis pas vraiment malheureuse ni vraiment heureuse, quoi. Vous voyez ? Je me dis pas. Vous vous ennuyez ? Vous vous ennuyez un peu ? Ouais. Oui. Ouais. Et puis j'ai pas la flamme, quoi. Oui. Vous l'avez perdu ou vous ne l'avez jamais eu ? Je crois que je l'ai jamais vraiment eu, quoi, en fait. Ah oui ? Parce que vous mesurez ça par rapport à ce que vous ressentez là ? Ouais, exactement. Oui. Et quand vous avez rencontré donc celui qui allait devenir votre mari, ça s'est mis en place comment, votre relation ? Qu'est-ce qui vous avait attiré vers lui ? En fait, il est très cadré, très stable. C'est une sorte de rock, quoi, en quelque sorte. Et, on avait la même vision des choses, quoi, je pense, à l'époque. Il était rassurant. Ouais, tout à fait. Oui, vous recherchiez, vous aviez besoin de cela à ce moment-là. Ouais. Oui. Et là, finalement, de rassurant, il y a quelque chose qui devient un peu ennuyeux pour vous. Ouais. Et cet homme-là dont vous me parlez, dont vous êtes tombée amoureuse, lui, il vous fait vibrer, semble-t-il, intensément, mais il est moins rassurant, semble-t-il. Ah il l'est pas du tout. Il n'est pas du tout. Ouais, il n'est pas du tout. Ouais.
Puisque vous m'avez dit, ça m'a frappé tout de suite en disant, je crois qu'il n'est pas vraiment très amoureux de moi. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? J'en suis sûre, hein, parce que en fait, parce que, attendez, c'est assez explicite en fait. Hein. Explicite dans votre relation, c'est-à-dire que elle est limitée au fond. Vous voyez, il y a une relation très physique, mais pas beaucoup d'échanges ou de. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il vous désire beaucoup. C'est basé, oui. Et vous, dans votre couple, vous n'éprouviez plus comme ça de désir, vous vous sentiez moins désiré ? Enfin, il y avait plus cette flamme, comme vous dites, finalement, ce côté un peu passionnel, finalement. Il y a du bruit autour de vous. Vous êtes seul ou ça bouge beaucoup. J'entends beaucoup de bruit autour de vous. Non, c'est bon. Vraiment, mais j'entends. Il y a des portes ou des choses comme ça. Oui, c'est moi qui sors. Ah, vous sortez de votre appartement ? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Attendez, vous pouvez me répéter votre question du coup Du coup, j'en ai perdu un peu le fil. Oui, j'ai perdu un petit peu le fil parce que je me demandais ce qui se passait, si votre mari arrivait. Vous êtes seule ? Il y a un peu de désir entre nous. Si, il y a du désir entre nous avec mon mari. Si, il y en a pas mal et tout, et ça se passe bien. Mais ça se passe bien, mais pas toujours, quoi. En fait, vous voyez, c'est un petit peu. C'est pas. Et en fait, vous voyez, je me demande si parfois je me dis, en fait, avec cette histoire, j'ai l'impression, il y a un mot qui me revient tout le temps et je me dis, j'ai l'impression d'avoir décompensé. Vous voyez, en fait, en quelque sorte, parce que je me suis tellement emballée dans ce truc et d'une force de dingue. Et du coup, je me dis, aïe, je me demande si je vais réussir à récupérer un peu mes esprits, quoi. Et votre mari ne se rend compte de rien ? Non. Quand vous me dites, j'ai l'impression d'avoir décompensé. Et c'est-à-dire que est-ce que je vais récupérer mes esprits ? Ça veut dire qu'au fond, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je suis stressée, angoissée. Oui, c'est ça. Vous êtes angoissée, hein. C'est ce qui me semblait. C'est ça. Ouais. C'est finalement ça. C'est pas serein. Non. C'est pas serein. Qu'est-ce qui finalement, ce qui vous angoisse ? Vous m'avez un peu posé la question en disant est-ce qu'au fond vous vous sentiriez, si j'ai bien cru comprendre, prête à mettre un terme à la relation avec votre mari, mais au fond, est-ce que c'est sûr ? Est-ce que j'agis bien ? C'est un peu ça qui vous traverse la tête par moment ? C'est ça. Ouais. C'est au fond, lâcher la proie pour l'ombre, ou bien me faire des illusions, ou je sais pas, prendre des vessies pour des lanternes. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui... en fait, il y a une part de vous quand même qui reste les pieds sur terre, puisque vous me dites, quand vous dites lâcher la proie pour l'ombre, c'est-à-dire qu'au fond, il n'est pas fiable, cet homme. Non. Hein, celui que vous avez rencontré. Non. Il vous fait extrêmement vibrer, mais lui n'est pas prêt, d'après ce que vous me dites, à s'engager avec vous dans une relation. Non. Vous l'avez évoqué avec lui ? Ouais. Oui. Non, mais c'est très très clair. Ouais. C'est clair. Bon, dans un sens, tant mieux qu'il soit clair avec vous, qu'il ne vous fasse pas miroiter des choses, justement prendre des vessies pour des lanternes. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il me réactive parfois. Quand je commence à me détacher, il me réactive et moi, je suis pas... C'est-à-dire qu'il revient vous chercher. Ouais. Oui, et vous êtes aimanté. Ouais. Mais pourquoi revient-il vous chercher ? Vous lui avez demandé ? Mais j'en sais rien, justement. Oui. Parce que vous voyez à quel rythme, là, en ce moment ? Là, on s'est pas vu depuis un petit bout de temps, mais sinon, on se voit... on se croise assez régulièrement et on se voit une fois par mois, quoi, on va dire. Oui, c'est vraiment très peu.
Ouais. Il est marié, lui, de son côté? Non. Non. Une fois par mois, c'est très peu. Bah ouais. Pour un homme qui est disponible, censé l'être. Ouais. Oui. Ouais. Vous ne trouvez pas? Ouais. Ça ne tiendrait qu'à vous, vous le verriez plus souvent, j'imagine. Bah oui. Oui. Et pourquoi il n'est pas plus disponible? En fait, après, son discours, c'est de dire qu'il n'est pas amoureux, voilà, D'accord. qu'il n'est pas... Ouais. Oui, donc lui n'éprouve pas le besoin de vous voir, si ce n'est Non. de temps en temps pour faire l'amour avec vous, parce que c'est très agréable. Après, c'est pas à chaque fois. Vous êtes dans la rue, là? Ouais, vous entendez les voitures? J'entends je vais me décaler. j'entends beaucoup de bazar autour de vous, oui. C'est la rue, ouais. Mais parce que votre mari est chez vous en ce moment? Oui, ouais. Oh, vous avez appelé alors qu'il dort ou quoi? Il dormait, ouais. Oui. Il se rend compte de rien, lui? Non. Parce que vous me dites que vous êtes un peu hors de vous-même, et ce qui finalement est pas si agréable que ça, puisqu'au fond vous êtes très angoissé. Et il ne s'est pas rendu compte. Non, en fait, au quotidien, je vais bien, en fait. Hein. Au quotidien, ça va et tout ça, machin. Au quotidien, tout va bien, en fait. C'est quand il me réactive, là, Alors, c'est perds un quoi? petit C'est peu. intéressant ce terme réactiver. Vous n'êtes pas un ordinateur, enfin, je sais pas. Impression. Non, mais on sent qu'il y a quelque chose de très pulsionnel, enfin, de très. Vous voyez, comme si vous aviez besoin. Non, mais d'être réactivé, presque réanimé. Comme s'il y avait quelque chose chez vous qui était peut-être un sentiment de vide, un peu de monotonie dans votre vie. Ouais, sans doute, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, vous dites, il vous réactive, là, ça part et... Bon. Alors, c'est peut-être un peu là-dessus qu'il faudrait se pencher, parce que finalement, cette rencontre, elle n'a pas eu lieu à n'importe quel moment. Vous aviez besoin de cela, semble-t-il, dans votre vie, en ce moment. Et on va continuer à se parler, Pam, après les infos de 23h, d'accord? Vous essayez de trouver un coin calme, où il n'y a pas trop de passages, de bruit de moto et autres. Je compte sur vous. D'accord, à tout de suite, Pam, mais ne prenez pas froid, hein, tout de suite. Oui. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Le soir sur RTL, on se tient à l'abri du fracas du monde et on prend le temps de se parler de tout ce qui vous concerne, de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous préoccupe. Je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous proposer mon éclairage et vous aider à avancer dans vos questionnements. Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11 et nous avons besoin de vous, de vos réactions, de vos témoignages, de soutien et d'amitié pour enrichir nos échanges à l'antenne. À tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous commencez par les 3 lettres RTL et vous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et peut-être que comme Pam, vous vous êtes retrouvé à un moment dans une situation où vous avez eu des envies d'ailleurs, où finalement dans votre couple vous ressentiez un peu de monotonie, un peu d'ennui, et puis il y a une rencontre qui vous a fait vous sentir plus vivant, au point un peu de perdre la tête et d'envisager de vous séparer. Peut-être que vous êtes allé au bout de cette décision, que vous êtes très heureux aujourd'hui, peut-être que vous l'avez amèrement regretté, peut-être que finalement ça a relancé la flamme au sein de votre couple. Vous êtes les bienvenus, hein. Vous pouvez nous donner un peu, nous parler de vous et ça éclairera peut-être Pam. 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous et c'est un numéro non surtaxé. Et on vous retrouve, Pam, toujours dans la rue. Je suis là. Ouais. Vous n'avez pas froid? Il fait pas trop froid là où vous êtes, parce que non. Non, ça va. Bon. Franchement, ça va. Bon, parce que déjà que vous êtes un peu perdu, c'est pas le moment de vous attraper un bon rhume, hein.
par là-dessus. Alors Pam, comme je le disais, donc vous êtes en couple vous êtes mariée depuis 12 ans, et depuis quelques mois, c'est ça, vous avez rencontré un homme que vous voyez une fois par mois et qui vous met un peu le cœur, la tête et tout le reste à l'envers. Ouais, c'est ça. Et finalement, au point de tout en étant lucide, c'est ça. Vous ne vous racontez pas trop d'histoires puisque vous vous dites, il est clair avec moi, cet homme, il ne vous dit pas qu'il est amoureux, mais vous, par moment, vous vous dites peut-être que je pourrais partir. Alors, au fond. Ouais. Peut-être que c'est le signe, parfois une rencontre, quand je vous disais qu'elle n'est pas arrivée à n'importe quel moment dans votre vie, c'est le signe qu'il y avait besoin que quelque chose soit ravivé en vous. Oui. Et cet homme fait fonction, tient lieu de cela. C'est toujours délicat de quitter pour quelqu'un. Alors, si la personne, si les sentiments sont partagés et que c'est la naissance d'une nouvelle histoire d'amour, ce qui peut toujours arriver parce que malheureusement, l'amour peut s'éteindre entre deux êtres. Écoutez, il y a rien à dire. Là, il y a quelque chose où vous êtes lucide, vous dites au fond, quittez la proie pour l'ombre, quittez un homme fiable, rassurant, pour quelqu'un qui ne vous propose rien. Ne vous propose rien, vous voit finalement, il y a une relation, il y a du désir, très peu, et il n'y a pas de projet de son côté. Non. Donc, au fond, si vous quittiez votre mari pour lui, ça serait un peu fou. En revanche, peut-être parfois une nouvelle rencontre, une relation peut donner la force et le courage de sortir d'une relation qui ne nous convient plus. Et ça, c'est très différent. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous voyez la différence. C'est-à-dire que le fait de l'énergie que peut donner une nouvelle rencontre, la prise de conscience au fond qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans la relation de couple, peut donner cet élan, peut donner cette force de quitter une situation qui n'est plus, qui ne nous convient plus. Oui, mais c'est vrai quoi. Mais en même temps, c'est compliqué parce que c'est pas qu'une histoire de sentiments avec mon mari, c'est une histoire aussi d'attachement, de lien, de construction. Bah oui. Oui. Et du coup, tout ça, j'ai du mal à me dire. Donc si au moins les sentiments ils étaient un petit peu partagés de l'autre côté, je pourrais être un peu plus appuyée dans ma décision. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup. C'est pour ça, en fait, je lui en veux un petit peu à l'autre aussi de me réactiver, enfin de me relancer quelque part en me disant « Ah bah non, mais si, mais oui, mais non, mais si, mais non ». Et du coup... vous me dites, en fait, c'est important ce que vous me dites, Pam, parce que vous me dites qu'avec votre mari, c'est... même si, évidemment, au bout de 12 ans, vous n'êtes plus dans quelque chose de passionnel, et vous ne l'avez peut-être d'ailleurs jamais été. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un attachement profond entre vous, puisque vous me dites qu'il y a ce lien d'attachement, cette sécurité qu'il vous procure, et peut-être dont vous aviez besoin, et dont vous avez peut-être encore besoin. Donc là, il y a quelque chose dans le fait de vous sentir bien d'ailleurs, que de tout plaquer comme ça serait vous mettre dans une situation finalement très inconfortable et peut-être encore plus angoissante. Bon, c'est vrai. Vous avez essayé, quand vous dites qu'il revient vous chercher, ça veut dire que c'est vous qui avez essayé d'arrêter cette liaison ? Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je suis un petit peu...
on va dire, tout feu, tout flamme, quoi, quand je suis dans quelque chose. Donc, et j'applique pas tellement des stratégies. Je dis ce que j'ai à dire, et puis si ça va pas, ça va pas. Mais du coup, soit je fais face à des rejets, dans ces cas-là, bon, ça s'arrête et tout. Et puis au bout d'un moment, bah tiens, voilà, bonne année. Oui, là, c'est le bon moment pour relancer, effectivement, pour renouer des liens. C'est lui qui m'a relancé. Moi, j'avais décidé de pas relancer. Je m'étais dit, bon, ben voilà, on arrête. D'accord. Mais au fond, ce qu'il vous propose depuis plusieurs mois, c'est toujours la même chose. De se voir une fois par mois, d'avoir une relation sexuelle. Mais c'est tellement nul. Ouais. Vous trouvez ça nul, au fond? Ouais, je trouve ça nul. C'est ça. Nul. Oui. Bah, c'est ça. C'est pas très valorisant pour vous, au final. Non, c'est même archi nul. Oui. Oui. En fait, je suis en colère contre moi aussi, parce que je me dis, mais comment tu peux céder à ce genre de trucs Oui. Je comprends. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, au fond, vous vous rendez bien compte que avec lui, il n'y a rien de possible. Non. Bon, mais il y a une part de moi qui chavire un peu, quoi. Quand vous dites que vous êtes tout feu, tout flamme, alors vous êtes donc une personnalité comme ça, un tempérament très passionné, et vous êtes avec votre mari, lui, vous me l'avez présenté tout de suite comme quelqu'un de fiable, hein, c'est le mot qui revient, de rassurant. Peut-être au fond qui temporise un peu votre côté tout feu, tout flamme. Oui, qui vous apaise peut-être. Mais parfois il m'énerve. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que on est complémentaires quelque part. Oui, c'est ça. C'est pas rien, 12 ans hein, de vie. Vous avez des enfants d'ailleurs? Oui. Oui. Ils sont petits ou grands? Ils ont 12-13 ans. 12-13 ans, d'accord. Ouais. Ouais. Quand vous dites c'est nul, finalement, au fond, là, il y a quelque chose d'une frustration qui émerge. Et quand vous dites que vous en prenez à vous-même, là, vous êtes un peu en colère après vous, c'est qu'il y a quelque chose qui, au fil du temps, vous qui vous êtes emballée et qui êtes tombée amoureuse de cet homme, enfin, au fond, du désir qu'il vous renvoyait. Puis à partir du moment où vous êtes aperçu que les sentiments n'étaient pas au rendez-vous et qu'au fond, rien ne bouge, que, bon, voilà, il veut vous voir une fois par mois, c'est très codifié. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça en devient presque monotone. Enfin, ce qui est un comble pour une liaison extra-conjugale. Non, mais vous voyez, le côté, on se voit une fois par mois, enfin, c'est ultra codifié, quoi. Il n'y a pas d'imprévu, je trouve. Non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, il faudrait peut-être voir qu'est-ce qui fait dans ce tempérament passionné que vous avez, qu'est-ce qui pourrait vous faire un peu vibrer à nouveau? Parce que c'est peut-être ça, après quoi vous courez, qui fait que vous avez du mal à décrocher. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, cet homme, en fait, j'avais l'impression de voir ce que j'aurais pu être quelque part. D'accord. En fait, qu'est-ce que vous auriez aimé être? Il y a une espèce de liberté chez lui qui me donne envie, quoi. Enfin, voilà. Dans sa vie, finalement. Un petit côté bad boy, vous voyez. Oui. Oui. Et finalement, pas de lien, pas d'attachement. Comme s'il était libre de tout lien. Ouais, exactement. Et ça, en fait, c'est vrai que, bon, moi, ça m'a fait un petit peu vibrer. Et puis, en plus... Bon, au début, on s'entendait bien. Hein. Maintenant, ça devient compliqué, là. C'est ça. C'est bien, tant mieux. Tant mieux pour vous, parce que ça peut vous permettre de vous détacher. La façon déjà dont vous en parlez. Même si, dans vos retrouvailles, il y a quelque chose d'un désir, d'un plaisir, d'un charnel qui vous fait vous sentir terriblement vivante, au fond, vous ressortez de là un peu en disant c'est nul, c'est nul et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, voyez? Non, mais c'est atroce. Quoi. Donc il faut que vous trouviez dans ce tempérament passionné que vous avez quelque chose où vous pouvez vous mettre de la passion. D'accord. Peut-être dans votre métier, dans une passion, dans une activité artistique ou je ne sais pas. Oui.
Mais j'en ai pas mal. Mais d'accord, vous avez raison. En fait, parce que peut-être que moi, j'ai peut-être une vision biaisée des choses. C'est que j'ai l'impression que cette passion-là, elle n'est que amoureuse, quoi. Vous voyez, elle ne peut être que amoureuse, alors que peut-être pas, en fait. Parce que vous êtes amoureuse. Ouais. Mais heureusement, parfois, quand on est très amoureuse, on se raconte une histoire. Oui. Même si au fond de soi, on sait que l'autre, les sentiments ne sont pas au diapason, mais on est très fort pour se raconter des histoires les uns et les autres. Or vous l'avez dit d'emblée, cet homme, il n'est pas amoureux. Mais vous espériez, et c'est compréhensible, qu'au fil du temps, il le deviendrait. Et puis finalement, il vous déçoit. Il vous déçoit parce que c'est toujours pareil, c'est toujours une fois par mois, et il n'y a pas d'ouverture sur autre chose. Donc, au fond, vous vous sentez un peu utilisée dans cette. Enfin, vous êtes consentante, hein, et. Oui, non, mais c'est vrai. Mais je reviens sur l'expression que vous avez utilisée, réactiver, c'est-à-dire qu'il y a besoin de quelque chose en vous qui doit être ravivé. Oui, qui s'est peut-être un peu éteint, mais pour autant, il y a, même si, et d'ailleurs votre couple, vous ne l'avez pas basé sur quelque chose, sur un lien passionnel, mais plutôt rassurant, et il y a beaucoup d'attachement, il y a peut-être quelque chose à trouver dans... je vous dis, une passion, une activité artistique, dans votre métier, une formation, quelque chose où vous pouvez laisser exprimer ce tempérament tout feu, tout flamme dont vous me parlez. D'accord. Ouais, d'accord. Pour sortir de l'angoisse, et parce que là, finalement, l'angoisse qui arrive là, qui fait que ce symptôme vous alerte sur quelque chose de cette situation que vous sentez devenir périlleuse pour vous. Exactement. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que ça ne mène à rien, mais en tout cas, il faut plutôt le voir comme un signal d'un besoin que vous avez, vous, et qui s'exprime à travers cet homme. D'accord. Vous voyez, il faut mettre de la passion ailleurs qu'à travers ces étreintes qui peuvent devenir au final un peu tristes aussi. Dans leur répétition. Glauque même. Glauque, carrément. Bon, alors justement, avant de tomber dans le glauque... Je me dis, pourquoi l'univers m'a envoyé cette espèce de truc je vois pas ce que vient faire l'univers dans cette histoire. Non, mais je veux dire justement... pas l'univers, mais... c'est vrai que... Non, c'est pas l'univers qui vous a envoyé cet homme. C'est... il y a des rencontres, elles tombent pas du ciel. Et elles arrivent pas par hasard. Elles arrivent... vous savez, pour que la foudre reprenne, il faut qu'il y ait un récepteur. Ça veut dire qu'il faut qu'à ce moment-là, on soit dans un état intérieur qui favorise ça. Peut-être un sentiment de vide, peut-être un manque, peut-être une frustration. Et à un moment, tchac, ça s'aimante, ça s'accroche. Oui, donc il y a quelque chose qui, au fond, c'est peut-être de ça dont il faudrait parler, et pourquoi pas avec un psy, d'avoir quelques entretiens, justement, qu'est-ce que dit votre angoisse, et qu'est-ce qu'il y a chez vous d'un besoin qui n'est peut-être pas comblé. Et là, le couple, parfois, peut être, si vous voulez, ça peut être facile de s'en prendre à son couple, et parfois le problème n'est pas là, c'est davantage un problème personnel. Où il y a quelque chose qui nous manque dans notre réalisation personnelle. Et quand on est en couple, c'est plus facile de dire que le problème vient de la relation de couple. Et parfois, il y a quelque chose qui est plutôt en nous, une dimension qui nous manque, et la relation extra-conjugale vient combler cela, provisoirement. Ah oui, c'est ça. En fait, vous savez quoi, là, quand vous avez dit ça, là, c'est vrai que ça fait écho, là. Bon, alors, peut-être, je vous dis, poursuivez, allez un peu en parler pour sortir de cette angoisse et trouver ce qui peut vous réanimer, vous raviver et faire vibrer ce tempérament de feu, ma chère Pam. Bonne année à vous. D'accord. Merci, bonne chose. Au revoir, Pam. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Avant d'accueillir Aurélie qui veut nous parler de difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de son travail, on va faire un petit tour du côté de la page Facebook avec Paul et les commentaires que vous nous avez laissés suite au témoignage de Pam qui était perdue dans une liaison extra-conjugale où elle avait bien conscience que ça ne la menait nulle part, mais qui pour autant n'arrivait pas à quitter cet homme. Ça vous fait réagir, Paul? Il y a Delphine qui écrit « cette rencontre, c'est un déclencheur de la mise en évidence d'un dysfonctionnement de votre mariage. Enfin, il faudrait retravailler sur votre relation de couple, déjà, dans un premier temps. » Il y a Alex aussi qui dit « Attention, Pam, la passion peut faire parfois bien des bêtises. La routine, c'est certes pesant, mais vous avez l'air heureux. C'est normal qu'il vous énerve parfois. Votre conjoint, c'est la vie conjugale, c'est normal. Alors que votre amant, c'est le début, donc en pleine passion, tout est beau, tout est rose. » En plus, une fois par mois, donc bon, ça peut être beau, ça peut être rose. Ouais. Mais après, est-ce que vous pouvez vraiment compter sur lui? En gros, c'est la vie stable ou la liberté. Est-ce que vous ne seriez pas dans une crise de la quarantaine? Ah, oui. C'est ce que dit Jeanne aussi. On n'a pas dévoilé son âge, mais ça peut coller. Il y a Jeanne qui dit vous seriez pas tout simplement dans une crise de la quarantaine, prête à tout lâcher pour s'étourdir avec quelqu'un d'autre. Attention, danger, combien d'amis à moi se sont retrouvés seuls après ce que l'on pourrait appeler un caprice sentimental. Oui. Il y a Cornelia aussi qui disait non, attention, partez pas forcément avec cet homme parce que vous risquez de perdre tout le monde, finalement, les deux relations. Surtout que cet homme-là ne veut pas du tout s'engager. Voilà. Il a au moins le mérite, il a été honnête là-dessus. D'être honnête, de le dire, c'est vrai, il est clair. C'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Et puis il y a Jen, alors bien plus pragmatique, qui dit ce serait de faire 2 tableaux positifs, négatifs, de ce que vous apporte l'un et l'autre, et la balance penchera bien d'un côté et vous aidera à faire la part des choses. Là, on est vraiment dans du concret, quoi. Oui, c'est du concret, mais ça peut aider. Merci beaucoup pour vos conseils. Et puis, si Jeanne, et j'ai pas retenu le nom de l'autre auditeur ou auditrice, veut nous parler, peut-être que elle a traversé une crise de la quarantaine. Ça serait intéressant d'avoir un homme et une femme. La crise de la quarantaine, comment ça s'est manifesté pour vous? La crise de la rentrée. J'ai fait. Je sais pas. Il fallait laisser passer ce petit lapsus. 09 69 39 10 11. J'avais un message intéressant aussi de Cathy qui dit en tout cas le témoignage de Pam montre un grand désir de vie et la libido peut se satisfaire autrement qu'avec un amant. Elle a raison, Cathy. La libido, cette énergie sexuelle, mais énergie de vie, énergie vitale que l'on retrouve. Évidemment, la sexualité, on est dans les pulsions de vie, parfois d'ailleurs dans des pulsions de mort. Il peut y avoir quelque chose d'autodestructeur dans la sexualité, mais il y a quand même quelque chose de cet élan vital. On peut le mettre dans beaucoup d'autres choses. Je suis totalement d'accord avec vous. Allez, on vous accueille, Annie, cette fois-ci. Bonsoir, Annie. Annie, vous êtes là? C'est pas Annie, pardon. Alors, je m'en mêle un petit peu les pinceaux dans mes fiches. C'est pas Annie, c'est Aurélie. Voilà. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir Caroline. Bonsoir, et vous pouvez m'appeler Paulette, du coup, c'est puisque je m'en mêle avec les prénoms. Vous étiez d'ailleurs bien sage, vous attendiez, voyez, vous dites non, oui. C'est pas moi. Non, c'est bien à vous, ma chère Aurélie, maintenant. Et je disais que vous vouliez nous parler un peu des difficultés que vous rencontrez dans votre travail actuellement. Oui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, je suis à temps partiel depuis quelque temps. Oui. Donc, je suis en invalidité. Alors en invalidité, mais avec possibilité d'un temps partiel. Oui. Oui, d'accord. Je peux vous demander dans quel domaine? Ou pas, ou vous préférez ne pas trop en parler? Ce que je comprends. De quoi? De votre domaine d'activité, de là où vous travaillez? Oui, non, c'est public. C'est public. Je ne veux pas trop en parler. Oui, je comprends. D'accord. Mm-hmm. Et donc je peux plus travailler à temps plein parce qu'on a changé. Ça a modifié. J'ai eu des modifications au niveau du travail. Donc, on m'a accompagnée pour que je fasse un dossier pour l'invalidité.
Et vous étiez à temps plein. Oui, et d'un temps plein, on vous propose, là il y a un accompagnement pour passer à temps partiel, invalidité liée à des problèmes de santé physique ou psychique. Oui, j'ai un handicap. Vous avez un handicap, d'accord, qui s'aggrave, et d'accord. Donc là, vous travaillez actuellement à temps partiel, mais dans la même structure. Oui. D'accord. Oui. Bien. Et donc, je travaille quelques heures par semaine, et c'est l'indifférence des autres que je... Parce que vous avez changé de collègue ? Non, mais alors pourquoi vous pas ? Alors du fait que je sois à temps partiel. Oui. J'ai l'impression que je parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression que je suis là pour faire mon travail, mais c'est tout. Vous avez perdu en lien depuis que vous êtes en temps partiel. Oui. Il y a aussi et pourtant les collègues avec lesquels vous travaillez depuis combien de temps avec vos collègues ? Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la même entreprise. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc plus de 30 ans. Donc il y en a dont vous étiez très proche. Peut-être même que vous voyez à l'extérieur. Parfois, des collègues deviennent des amis, non ? Non, pas trop, non. D'accord. Mais et j'ai une responsable qui m'a accompagnée pour mon dossier d'invalidité. Oui. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on... qui m'a accompagnée pour mon dossier d'invalidité. Oui. Et maintenant que tout est mis en place, je pense qu'elle est indifférente. Et vous ne vous sentez pas soutenue, c'est ça, vous ? Disons, maintenant que j'ai l'impression, d'après ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle voulait... Donc en fait, je me sens un peu lâchée, si vous voulez. Alors justement, j'aimerais que vous me précisiez un peu dans cette indifférence que vous ressentez. C'est-à-dire, c'est comme si vous n'étiez pas là, en fait, comme si on ne vous voyait pas, comme s'il n'y a pas de... Oui. Quand vous dites que vous vous sentez lâché, c'est que vous faites... Je fais mon travail, mais j'ai une responsable. Elle est là depuis plusieurs années. Et quand elle donne des ordres, quand elle dit quelque chose, il ne faut pas la contredire. Oui. D'accord. Bon, elle est un peu autoritaire. Et il y a peu de temps, elle m'a posé une question. Oui. Moi, je lui ai parlé d'autre chose. Et elle m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Donc... et puis, il y a pas mal de... Oui, il y a aussi un mois, je lui ai dit moi, mon ressenti quand elle parle à quelqu'un, c'est comme si elle donnait un ordre. Oui. Et c'est vrai que moi vous le vivez mal. Et ça lui a pas plu. Ah oui, d'accord. Eh oui. Et elle vous a dit quoi ? Enfin, depuis ça lui a pas plu, non. Oui, mais est-ce qu'elle ne vous le fait pas payer ? Elle vous laisse quand même vous continuer, vous pouvez travailler tranquillement, il n'y a pas de... Oui, mais bon... c'est normal que ça lui ait pas plu en même temps. C'est-à-dire, vous voyez, c'est... Même si vous avez dit ce que vous avez sur le cœur, c'est normal, forcément, qu'elle n'allait pas vous dire merci beaucoup de m'en parler. Non, mais... Vous voyez, bon... C'est que vous vous sentez agressé par son ton, par... oui. Mais j'ai cru comprendre que cette dame, elle est nouvelle dans le service ou...
Ça fait depuis quelques années qu'elle travaille dans... Et elle a changé dans son comportement? Non, elle a toujours été comme ça. Oui, donc c'est vous qui êtes aujourd'hui beaucoup plus sensible finalement. Oui. Qu'est-ce qui fait que finalement vous êtes devenue si sensible au point de vous sentir comme inexistante, transparente, et c'est douloureux forcément, comme si les autres ne faisaient pas attention à vous. Est-ce que c'est aussi depuis votre mise en invalidité? Comment l'avez-vous vécu? C'est compliqué? Disons, bon, c'est pas évident. Bon, la première semaine, c'est pas évident. Oui. Et puis, donc là, bon, est-ce qu'il faut que je passe par d'autres personnes? Pour faire quoi? Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour lui dire ce que je pense, ou un visuel? Non, enfin, là, je pense pas qu'actuellement ça soit la solution pour vous, Aurélie. Vous risquez d'être encore plus mal et pour le coup de vous la mettre franchement à dos. D'accord. Cette supérieure. Oui. Vous voyez, c'est parce que il y a quelque chose qui, va au-delà aussi d'elle, puisque vous me dites que même depuis que vous êtes à temps partiel dans ce service dans lequel vous travaillez depuis 30 ans, vous vous sentez, il y a beaucoup d'indifférence autour de vous. Donc c'est pas seulement par rapport à elle, c'est aussi des collègues, comme si de fait là vous étiez à temps plein, aujourd'hui vous venez à temps partiel, donc il y a c'est compliqué de trouver vos marques, de nouveaux repères. C'est-à-dire que vous arrivez dans une équipe déjà constituée, il y a quelque chose, et de réenclencher le rythme où pendant les jours où vous n'êtes pas là, la vie continue à tourner dans le service, il y a des choses qui se passent, et puis vous arrivez, c'est comme si ça vous passait un peu au-dessus de la tête, et qu'on ne prenait pas la peine de vous mettre au courant, mais ce n'est pas forcément contre vous, c'est parce que il y a un décalage dans le temps. Il y a certaines de vos collègues, comme quand vous étiez à temps plein, qui font le travail, les tâches qui leur sont demandées, qui se parlent. Et puis vous, là, en arrivant, il faut un peu, comme on dit familièrement, raccrocher les wagons. Oui. Et c'est ce décalage qui vous fait souffrir, semble-t-il. La première semaine... C'était la semaine avant Noël. C'est vrai que j'ai trouvé un vide. Oui, je comprends. Avant Noël, c'est-à-dire que il y avait déjà des gens en congé, peut-être. Oui. C'est ça. Non, mais même pour moi, c'est-à-dire rentrer chez moi, puis certains jours plus travailler. C'est dur. Vous vivez seul? Oui. Vous vivez seul, d'accord. Et vous êtes ce temps partiel, ça a commencé quand? Au mois de décembre. Au mois de décembre. Oui, c'est très nouveau pour vous, tout ça. Oui. C'est très récent. Oui. Puis il y a eu les fêtes entre-temps. C'est compliqué cette période-là aussi. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Ça s'est bien passé. Mais bon, c'est vrai que... Vous avez été entouré un petit peu pendant ces fêtes? Oui. Vous avez de la famille? Oui. D'accord. Bon, c'est bien. Mais cette mise en invalidité, ce handicap dont vous me parlez, c'est aussi, il faut l'accepter, ça. Comment ça s'est... Si, mais bon, je l'accepte parce que je continue de travailler. C'est bien. Même ça. Comment ça a été demandé? C'est vous, c'est par votre médecin, c'est vous rendiez compte? Non, c'est la responsable qui m'a annoncé que il y aurait des changements pour moi. Donc, oui, c'est ça. Eh oui. C'est un peu dur à passer quand même. Ça fait toujours un choc. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Sur le plan financier, comment ça se passe justement? Est-ce que c'est une perte importante pour vous? Non, pas trop, non. Non. D'accord. Ça, c'est important déjà. Oui. Bon, je suis aidée par une assistante sociale. Oui.
C'est-à-dire que, comme vous dites, ça fait toujours un choc de se retrouver. Là, vous aviez des habitudes dans votre travail, mais aussi dans votre vie. Oui. Hein, ça rythme votre vie, un cadre de vie. Or là, c'est tout récent, puisque ça date de décembre. Il y a ce temps partiel, et puis il y a ce temps libre. Et je pense qu'au fil du temps, peut-être que si vous en êtes, enfin si vous vous êtes retrouvé là, dans cette situation, c'est parce que ces derniers temps, vous étiez extrêmement fatigué. Peut-être à devoir assumer comme ça ce temps complet, les tâches que l'on vous demandait. Non, ça a été, non. Vous vous sentiez pas fatigué? Non. Malgré votre handicap? La fatigue de la journée. Oui. Mais ce handicap, vous pouvez m'en parler un peu ou vous n'y tenez pas? J'ai un handicap sensoriel. Ah, je ne vois pas de quoi il s'agit. J'ai un handicap aux yeux. Ah, d'accord, c'est un handicap aux yeux. Sensoriel, oui. Oui, d'accord, je comprends. Non, sensoriel, vous voyez, je me demandais quel sens était touché. Sensoriel, oui. Oui. Et ça s'est aggravé ces dernières années? Non. Donc, est-ce que au fond, vous le vivez un peu comme une punition? Non. Non, pas votre handicap. Là, le fait qu'on vous mette en invalidité et en temps partiel. Non, c'est notre vie. Hein. Oui, j'entends que vous essayez de vous adapter et de faire face. Mais oui, comme vous dites, c'est une autre vie. Mais une autre vie, vous savez, on se la crée pas comme ça du jour au lendemain. Oui. Il faut un peu de temps. Et ce handicap visuel, vous l'avez depuis longtemps ou c'est une maladie? Depuis la naissance. Oui. Depuis la naissance. Ouais, donc vous avez été sacrément courageuse de travailler, enfin d'entrer dans le monde du travail, malgré ce handicap. Là, actuellement, parce que moi, quand je vous écoute, j'ai le sentiment que vous êtes assez déprimée en ce moment. Non, pas spécialement. Oui, la première semaine, oui, j'étais un peu déprimée parce que j'avais un peu de vide, mais là, il va falloir que je m'habitue. Hein. Oui, j'entends derrière vous toute la volonté qu'il vous a fallu avoir tout au long de votre vie, en fait. Dans il va falloir que je m'habitue. C'est-à-dire que vous avez beaucoup pris sur vous, Aurélie, certainement, pour justement que ce handicap ne vous limite pas. Et là, une fois de plus, vous dites, bon, je dois faire face, je dois tenir bon, je vais m'habituer. Et vous avez raison, dans le fond. Oui. Mais il n'empêche que vous êtes pugnace, vous êtes combative, vous voulez aller de l'avant. Vous avez ce tempérament-là qui a été forgé, une force de caractère qui a été forgée aussi par aussi ce handicap qui vous a amené à vous battre plus que les autres. Oui. Et là, finalement, alors que vous aviez trouvé votre place depuis 30 ans dans cette structure, donc ça veut dire que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais un peu passé la cinquantaine, j'imagine. Oui. Et là, c'est comme si on vous mettait un peu, justement, on vous ramenait à presque un statut d'handicapé, comme si vous n'aviez plus votre place. Oui. Ça, c'est dur. Je ne dis pas que c'est le cas, mais la mise en invalidité, vous qui avez certainement dû combattre toute votre vie pour arriver à cette situation, et là, finalement, on arrive à... finalement, non, ça va plus être possible, l'invalidité. C'est dur d'accepter ça. Oui, c'est... Même pour les plus courageux, comme vous. Donc que vous soyez un peu déprimé, et que vous ayez un peu un sentiment d'injustice, d'où cette responsable dont vous me parlez, à qui vous avez dit que son ton
sa façon de toujours, quand elle s'exprime, il y a des gens malheureusement comme ça qui ont toujours un ton sec, autoritaire, et qui effectivement ils ne savent pas donner des consignes. Entre donner des consignes et donner des ordres, il y a une différence. Bon, je suis d'accord avec vous. Mais il y a aussi, c'est au fond cette responsable, même si elle n'est pas la seule décisionnaire, je vais y arriver, qui est venue vers vous et pour vous dire, voilà, que vous alliez passer à temps partiel. Donc je comprends que vous éprouviez enfin un certain ressentiment. Mais pour autant, par rapport au fait de lui parler directement ou d'en référer à d'autres personnes, je crains que ça vous pénalise et qu'au fond ça ne vous soulage pas là dans l'immédiat. Voyez ? Donc il faut que je dise rien. Ah si, je crois qu'il faut que vous parliez, que vous soyez un peu accompagné. Mais accompagné pour faire face à ce changement de situation qui n'est pas sans conséquence sur vous. Et c'est compréhensible. Je pense que vous en prendre à votre responsable risque de vous rendre le quotidien un peu plus difficile, Aurélie. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le risque, c'est que là, bon, vous dites elle a mal pris, mais voilà, c'est passé, elle vous laisse tranquille. Si vous revenez à la charge, alors que finalement, vous me dites que depuis 6 ans qu'elle est dans la structure, elle a toujours été comme ça. Si vous revenez à la charge, ou que, au fond, c'est contre vous que ça risque de se retourner en disant, voyez, et elle peut trouver des moyens de vous ennuyer dans votre boulot. Oui. Et quand vous me parlez de l'indifférence de vos collègues, c'est plus... Alors, il y en a certaines avec qui vous aviez noué des liens un petit peu plus proches, certainement. Oui. Alors, déjà, là, il y a eu les fêtes. Ça s'est passé avant les fêtes. Il y avait peut-être déjà des absents. Il y a maintenant, en plus, avec la pandémie, beaucoup de télétravail. Donc, il y a peut-être aussi certaines de vos collègues qui ne sont pas là. Est-ce que vous êtes en présentiel ? Oui. Oui. Donc, peut-être qu'il y a des collègues dont vous étiez plus proches qui ne sont pas là actuellement ? Qui sont en télétravail ? Non, pas spécialement, non. Non ? Donc, non. Celles dont vous étiez plus proches, est-ce que vous trouvez qu'elles ont changé de comportement avec vous ? Vis-à-vis de vous ? Non. Non ? Non, je pense pas, non. Non. Vous ne pensez pas ou... Non, enfin, j'en sais rien parce que bon, chacun fait à son poste de travail, donc... Mais vous parlez un peu ensemble, vous les voyez parfois, vous allez déjeuner ensemble, vous les voyez un peu à l'extérieur Non. Non, bon, en 30 ans, vous n'avez pas noué de lien plus proche. Quand je travaillais à temps complet, oui. On pouvait parler, mais là, bon, c'est temps partiel, c'est différent. Mais tout est compliqué en ce moment, Aurélie, vous savez, dans les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup, d'abord, le télétravail reprend pour justement limiter la propagation de l'épidémie. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le Covid. Il y a beaucoup de cas contacts. Donc, dans les entreprises, actuellement, c'est un peu compliqué déjà. Et puis vous, en plus, vous faites face à un réaménagement du temps. Donc, je pense que chacun a été... vous savez, chacun est un peu bouleversé aussi par ce contexte. Et je pense qu'il faut vous donner du temps de vous adapter. Parce que vous avez très certainement de très grandes capacités d'adaptation. Oui. Mais oui. Vous en êtes capable pour avoir fait face à cela, avoir pu vous insérer, avoir pu vous travailler comme vous l'avez fait. Là, vous vous sentez un peu mis sur la touche et certainement un peu injuste, mais vous le vivez comme cela. Et peut-être que là, vous pourriez, quand vous dites il faut se taire, non, je crois que vous auriez besoin un peu d'en parler. Voyez, d'être un peu accompagné psychologiquement. Oui, d'accord. Parce que le fait là de revenir à la charge avec votre responsable, si c'est pour vous rendre le temps partiel que vous passez compliqué au boulot, franchement, ça va vous rendre encore un peu plus isolé.
C'est pas le but. Et avec vos collègues... Pardon ? Elle va avoir le dessus sur moi, alors. Mais pourquoi elle aurait le dessus sur vous, Aurélie ? Là, vous en faites une affaire personnelle. Ça fait 6 ans que vous la connaissez. Jusque-là, vous me dites que c'est toujours quelqu'un qui a parlé comme ça. Pourquoi tout d'un coup vous focalisez sur elle ? Non, il faut que je me change d'esprit. Oui. Je pense que là, c'est important que vous soyez accompagnée, parce que c'est un gros changement pour vous, Aurélie. Oui. Et ben, vous me le dites, faut que je m'adapte. Ben oui, mais c'est pas si simple, parce que c'est douloureux pour vous. Oui. Il y a quelque chose qui est douloureux. Et donc, forcément, vous vous en prenez aussi à cette responsable qui, certainement, n'est pas la seule décisionnaire en plus. Oui. Vous ne pensez pas, au fond. Oui. Vous voyez, il y a la hiérarchie, mais c'est elle qui a eu le mauvais rôle, entre guillemets, de vous devoir vous l'annoncer. Vous voyez ? Parce qu'elle est votre responsable. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui a pris la décision. Dans une structure administrative publique, il y a plein de gens au-dessus. Voyez ? Donc, peut-être qu'elle, elle a dû venir vous annoncer ça parce qu'on lui avait demandé et que elle n'a pas fait de gaieté de cœur non plus. Et par rapport à vos collègues, vous savez, celles que vous aimez bien en tout cas, vous pouvez leur dire aussi, Aurélie, vous pouvez leur dire, vous savez, depuis que je suis à temps partiel, il faut que je m'adapte, c'est un peu compliqué, et j'ai l'impression d'avoir raté plein de choses quand je suis pas là. Et de rattraper un peu les roues du wagon, de courir derrière. Et celles qui vous aiment bien, avec qui vous avez noué des liens, elles pourront vous tenir un peu au courant. Ça peut être un petit mail, ça peut être, ou même quand vous arrivez, vous voyez que vous vous sentiez un peu moins isolé, que vous vous sentiez comme à nouveau faisant partie de l'équipe. Oui. Vous voyez, pas mis sur la touche. Parce que vos collègues, je pense que elles le font pas volontairement. Elles n'ont pas conscience des nouvelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Parce que elles sont dans leur rythme. Vous étiez à temps plein, donc vous savez, une tâche après l'autre, on peut être débordé, il y a plein de choses à faire. Donc elles n'ont pas mesuré à quel point le changement est important pour vous. Et que vous arrivez, la moitié du temps, vous n'êtes pas là. Donc il y a plein de choses dont vous n'avez pas été tenu au courant. Alors, il faut pas, voyez, aussi les charger elles sont pas tenues de vous faire un rapport de tout ce qui s'est passé en votre absence. Mais peut-être sur certains points, dire, voyez, que vous puissiez être un petit peu informé. Vous ne pensez pas que ça pourrait déjà faire que vous vous sentiez un peu moins exclu au sein de l'équipe ? Vraiment. Bon. Et puis peut-être un peu psychologiquement être un peu soutenu actuellement pour justement vous trouver de nouveaux repères. Oui. Parce que c'est 30 ans à temps plein, vous vous rendez compte ? C'est comme si, vous voyez, ça fait un peu penser aux les gens qui se retrouvent la retraite. Alors vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes à temps partiel. Mais il y a quelque chose d'un changement de vie. Et ça prend... Vous savez, les changements, c'est ce qui nous fait le plus peur à nous, les êtres humains. Ça nous angoisse. Ça nous déprime parfois un petit peu. Donc c'est pas étonnant que vous vous sentiez comme ça. Il y a Evelyne de Lisieux qui envoie un petit message pour vous qui dit: oui, je comprends Aurélie. Le fait d'être passé de nuit dans l'usine où travaille Evelyne, elle dit: on est pris pour des pestiférés pour les équipes de jour. Alors elle dit: moi je le ressens comme de la jalousie, faut mettre les bouchons d'oreille et laisser parler, plein de courage à vous. C'est vrai que dans les équipes, on le voit à l'hôpital, équipe de jour, équipe de nuit, il y a parfois des rivalités et des incompréhensions. Alors il y a quelqu'un, c'est plus dur, mais qui n'est pas pour vous, qui dit: oui, finalement, grâce à votre changement de statut, vous évitez au service public l'obligation d'embaucher des personnes handicapées ou de payer pour le non-emploi. Même si votre handicap ne nécessitait pas le poste d'handicapé. Appelez-nous, passez-nous un petit coup de fil si peut-être vous vous retrouvez dans le témoignage d'Aurélie, 09 69 39 10 11. On a des réactions aussi, puis peut-être quelqu'un par téléphone. Paul, oui, si vous voulez, je peux vous lire un ou deux messages. Bien et puis sûr. Ensuite, on pourra avoir Lily juste après minuit qui voulait réagir. Oui. Il y a Jen déjà qui voulait vous dire faites profil bas pendant quelques temps en étant poli, mais sans plus. Vous verrez bien comment elle réagit. Après, tout cela ne vous empêchera pas de faire votre travail et ça vous aidera peut-être
peut-être à relativiser, voire minimiser ses réactions. Surtout, ne lui donnez pas du grain à moudre, c'est ce que dit Jane. Et le témoignage de Lali, qui elle aussi a très mal vécu son passage à temps partiel après 3 ans d'arrêt et change temps partiel dans le cadre d'une invalidité aussi, ça a été terriblement difficile. Je tiens ce poste à responsabilité depuis plus de 30 ans, il a fallu l'adapter, ça a été très compliqué, même douloureux pour moi, vu mon investissement, d'avoir l'impression de rater des choses. Il faut accepter de ne plus tenir la même place et surtout se rendre compte que le travail, même s'il prend beaucoup de temps dans notre vie, c'est pas une fin en soi. Prenez soin de vous, Aurélie, relativisez et profitez des petits bonheurs quotidiens. Oui, parce que vous voyez, c'est pas quand vous dites alors elle va pouvoir, donc je dois rien dire, en gros je dois m'écraser. Parfois il faut être un peu stratégique. C'est ce que vous disiez, Jane, c'est-à-dire pour le moment, voilà, vous lui avez dit, elle a entendu, elle n'est pas idiote, que quand elle s'adressait à vous, aux autres, le ton n'était pas agréable et que c'était sur un désordre. Elle va peut-être y réfléchir, même si sur le moment ça lui a pas fait plaisir. Peut-être qu'elle va y réfléchir. Donc revenir à la charge. Alors peut-être qu'elle peut changer dans son comportement. Peut-être pas, mais en tout cas, elle a entendu. Revenir à la charge, c'est finalement pas très stratégique, parce que c'est vous qui risquez de vous retrouver en difficulté, Aurélie. D'accord. Vous voyez ? Il faut que je passe à autre chose alors. En fait, il faut vous protéger. Il faut pas vous rendre le quotidien au travail difficile. Déjà que ça l'est, là, ce gros changement. Il faut pas le rendre plus difficile en rentrant dans un rapport de force avec cette responsable, qui au fond n'est certainement pas responsable de ce changement de statut. Ça a aussi été décidé au-dessus, voyez. On va accueillir juste avant les infos et puis on continuera à se parler après. Lily Bonsoir Lily. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup d'avoir appelé le standard 09 69 39 10 11 après avoir écouté Aurélie, parce que ça vous parle. Ça me parle beaucoup et ce que vous lui dites, je le suis à 100%. Alors on va s'en parler plus longuement après les infos de minuit. Vous restez bien avec nous, Lily, et Aurélie aussi, vous restez avec nous, d'accord ? À tout de suite. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. On est ensemble et en direct encore pendant une demi-heure et vous pouvez continuer à appeler le 09 69 39 10 11. Alors peut-être si vous vouliez réagir au témoignage de Pam et qui avait une liaison extra-conjugale depuis quelque temps parce que elle avait besoin de vibrer, de se sentir dans quelque chose où son tempérament passionné pouvait s'exprimer, ou vous avez écouté Aurélie qui est avec nous et qui vit un changement important dans son travail puisque elle travaillait à temps plein depuis 30 ans et du fait de son handicap visuel, Aurélie, vous venez d'être mise en invalidité et vous vous retrouvez à temps partiel et c'est compliqué de trouver votre place au sein de l'équipe. Et Lily nous a rejoint